Des anciens, des tentacules et des cultistes, cette semaine on a joué à Arkham Horror. Bonjour, bonsoir et bienvenue dans le dos de la boîte, l'émission qui s'intéresse aux jeux de société en s'intéressant aux univers qu'ils proposent. Cette semaine, nous avons joué à Arkham Horror de Nate French et MJ Newman, sorti en 2016 chez Fantasy Flight Games. À mes côtés pour en parler ce soir, je suis accompagné de Xenopath, salut. Bonjour Max. Et une invitée exceptionnelle ce soir, Kim, bienvenue. Salut. Salut. Bienvenue dans le dos de la boîte. J'espère que tu nous écoutes de manière assidue régulièrement. Absolument. Mais c'est aussi pour ça que tu es une super invitée. Et aujourd'hui, donc, tu nous as proposé Arkham Horror. Avant de lire le dos de la boîte, ton sentiment à chaud sur la partie Kim. Très déçue. Très déçu. Très bien. Je resterai concise pour je comprends. commencer. On parlera plus tard de pourquoi tu nous as fait choisir ce jeu, pourquoi tu nous as fait jouer à ce jeu. Et Xenopath, quel est ton sentiment à chaut ? Ouais, c'est pas facile parce que c'est vraiment le genre de jeu qui fait mal aux cultistes, tu vois. Oh là 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 là. Ah, on sent que tu l'as préparé depuis 2 semaines, celle-ci. C'est tellement mauvais. Moi, j'adore. C'est ce que j'allais dire. Non, c'est excellent. Merci beaucoup pour ça. Pour ma part, j'ai passé aussi un moment plutôt désagréable. Alors que Super. Alors que franchement, je suis très déçu. Je suis très déçu parce que j'adore ce jeu. Vraiment. Oh non. Si, j'adore ce jeu. Ah, mais je savais pas. Je comprends pas ce qui s'est passé. Alors, avant de parler de tout ça et de la mécanique, etc., je vais vous lire le dos de la boîte. L'émotion la plus intense et la plus ancienne de l'humanité est la peur. Et la peur la plus intense et la plus ancienne est la peur de l'inconnu. Lovecraft. Dans la ville assoupie d'Arkham, Massachusetts, un petit groupe d'intrépides investigateurs mène l'enquête afin de découvrir la véritable nature d'une terrible menace qui met en péril toute l'humanité. Mais attention, le royaume des arcanes recèle bien des horreurs, et les investigateurs doivent veiller à maintenir une emprise ténue sur leur santé mentale pour survivre. Horror à Arkham, le jeu de cartes, est un jeu coopératif pour 1 ou 2 joueurs, et jusqu'à 4 avec un 2e exemplaire de cette boîte de base. Chacun d'eux incarne un investigateur qui tente d'élucider des mystères surnaturels au cours d'une campagne haletante. Chaque partie met en scène un de ces chapitres, où chaque décision a des implications profondes et des conséquences insoupçonnées pour la suite. De nouvelles cartes et aventures paraîtront à un rythme régulier dans de futures extensions pour ce jeu de cartes évolutif, permettant ainsi aux joueurs de personnaliser le contenu de cette boîte de base ou de créer leur propre deck. Les grands anciens attendent. Qui parmi nous sera capable de découvrir leurs secrets et survivra pour en témoigner ? C'est un dos de la boîte qui parle très peu de la mécanique du jeu, mais qui parle beaucoup. C'est dommage. Oui, mais qui parle quand même de l'immersion, n'est-ce pas ? Haletante est le mot que j'ai retenu. C'est haletant, n'est-ce pas ? Alors, haletant, je sais pas si c'est... Le scénario qu'on a fait n'est vraiment pas représentatif. Non, alors peut-être qu'il faut commencer par ça. C'est un jeu à scénario. Oui, effectivement, ça, le dos de la boîte le dit bien. Ouais, c'est un jeu à scénario, donc ça veut dire qu'on suit le scénario et chaque scénario est censé être très différent du précédent. Vous êtes plus des spécialistes que moi du jeu, mais en tout cas, c'est ça l'idée. Donc on dépend beaucoup de la qualité du scénario. Alors peut-être qu'il faut qu'on différencie le jeu lui-même et le scénario qu'on a fait, parce que nous on n'en a fait qu'un ensemble. J'avais déjà joué, je savais comment ça allait se passer. Mais c'est vrai que, évidemment, comme toute écriture de scénario, il y en a des biens et il y en a des moins bien. Peut-être qu'on a tiré le mauvais numéro, on verra. Ouais, et qui l'a choisi ce scénario d'ailleurs ? Mais c'était moi, parce que... c'est toi, ouais, exactement. Donc, Mais c'est un scénario que personne n'avait fait, je pouvais pas savoir. Et au dos de la boîte du scénario, ça avait l'air super. C'était la guerre des dieux extérieurs, hein, c'est ça Ah oui, c'était ça, ouais. La guerre des dieux extérieurs avec des combats de cultistes, ça avait l'air génial. Oui, et en même temps, peut-être que... Tu vois, moi, c'est peut-être pas le scénario que j'aurais choisi. Parce que, on en a fait beaucoup, hein, Oui. Max et moi, des scénarios de ce jeu.
Et je trouve que souvent, ce qui est plus intéressant, c'est quand le scénario, il se passe sur des petites choses. C'est dans ta ville, c'est dans ta maison que ça se passe pas bien. Et c'est dans ton quotidien que tout d'un coup, tu dis « Ah, en fait, je suis en train de devenir fou. » Et puis du coup, il y a un rythme narratif assez soutenu. Puis là, j'ai l'impression que le scénario que War of the Outer Gods qu'on a fait propose... c'est vraiment plus à grande échelle, c'est voilà une grosse bataille de. Ça parle de fin du monde. Voilà. Ouais. Et quelque part, ça rejoint plus peut-être d'autres jeux dans la même gamme du type. Alors tu veux parler peut-être de Horror Arkham, le jeu de plateau. Ouais, par exemple. Voire même de Eldritch Horror, les contrées de l'horreur en français. Alors les contrées de l'horreur aussi. Enfin, et peut-être c'est pas la meilleure chose pour cette mécanique de jeu-là, en fait, de jouer sur le gros, en fait. Alors moi, j'avais le choix en 2 scénarios quand vous m'avez proposé. Il y avait un qui parlait de fin du monde en Égypte, oui. Et celui-ci qui parlait de fin du monde avec des cultistes. Alors, voilà. C'est vrai que les scénarios Arkham, ça parle souvent de fin du monde. Quand même. Moi, ça m'étonne pas trop. Moi, j'étais pas... Il y a souvent la fin du monde qui se passe comme par hasard à New York et à Arkham. Enfin, je veux dire... Oui, c'est américain, quoi. Évidemment. Mais en plus, donc ce scénario-là, comme tu le dis, le note Kim, c'est pas dans le quotidien puisqu'il y a plusieurs villes. Il y a Montréal, il y a New York et puis il y a Arkham, je crois. Donc on se déplace en fait entre les trois un peu tout le temps. Le scénario fait beaucoup, évidemment. Évidemment. Mais on a quand même éludé une question là. Moi, j'ai une question dont tu as parlé au début, dont on n'a pas encore la réponse. Pourquoi, Kim, voulais-tu qu'on joue à ce jeu ? C'est vrai, première question. Oui, c'est un de mes jeux préférés, en fait. J'aime beaucoup le côté narratif. Je trouve que il y a un côté très immersif. En fait, je trouve que ça réussit. Je rentre vraiment dans les histoires que ça propose avec finalement peu de choses. Il y a juste des cartes et j'aime bien cette simplicité-là. Et puis, je trouve que il y a un bon équilibre entre la mécanique de jeu, le côté puzzle, plus juste, comprendre l'énigme et le côté histoire. Donc, voilà. Donc, la seule raison, c'est que tu adores ce jeu. Il y a peut-être une raison cachée. J'avais jamais joué à 3. J'avais besoin de savoir ce que ça faisait de jouer à plus que 2. Okay. Ça suffit pas comme... non, c'est pas mal. C'est pas mal. Si, c'est bien. J'avais déjà joué à 3 et effectivement, je gardais plutôt un mauvais souvenir personnellement parce que on attend déjà son tour pas mal et en fait, les défis dépendent du nombre de joueurs. C'est-à-dire que le nombre d'indices à récupérer, le nombre de choses à faire dépend, ou les points de vie des monstres dépendent souvent du nombre de joueurs. Et en fait, ça devient juste beaucoup trop long, je trouve. Ouais, ça devient un peu redondant, en fait. Exactement. Et puis c'est vrai que quand on joue à 2, on est très combo. Il y en a un qui cherche, il y en a un qui tape. Voilà. Là, alors ça va être ma première critique, parce que moi au début j'ai supposé qu'une des raisons qui fait que tu voulais qu'on joue à ce jeu, c'est parce que tu savais que j'aimais pas trop ce jeu. Ah ouais, alors. tu vois comme je suis fourbe. Je t'ai mis des mauvaises intentions comme ça. Mais non, je voulais peut-être te montrer que c'était te convaincre, j'avoue. Je voulais peut-être te convaincre. Okay. Bon, c'est raté, mais je pense que... Alors moi j'avais déjà joué une première fois, mais j'avais déjà joué à 3. Moi j'ai jamais joué à 2 par exemple. Et ah bah voilà, tout s'explique. Tout s'explique. Ouais. En y réfléchissant après coup, en me disant, en trouvant des arguments pourquoi j'aime pas les trucs, parce que c'est bien aussi des fois. De réfléchir, j'avoue. Ouais, je me rends compte que, en fait, c'est pas un jeu pour plus que 2. C'est un jeu à 2 ou éventuellement à 1 si t'aimes bien jouer tout seul. Mais je vois pas trop l'intérêt. Mais disons que pour moi, c'est pas un jeu à plus que 2. Moi, j'ai joué à 3, c'était nul. Les 2 autres joueurs qui étaient eux aussi adoré le jeu, ils ont adoré. Moi, je me suis fait chier comme un rat. Là, le scénario était nul, c'est vrai, mais je pense que même avec un bon scénario, ça aurait été nul. Ouais, il y a quelque chose qui est moins bien équilibré. Enfin, ça veut dire qu'il y en a un qui se retrouve... En fait, il faudrait qu'on soit 2 à chercher, un à taper ou 2 à taper. Enfin, il y a quelque chose qui... Il y a quelque chose qui joue pas, je suis d'accord. Et on fait tout le temps la même action, et spécialement avec ce scénario-là. Mais peut-être qu'il faut qu'on explique justement un peu comment ça marche, du coup. Ouais, tout à fait. Alors, on va commencer par le début. D'habitude, on parle toujours d'ouvrir la boîte. C'est un peu particulier, puisqu'il s'agit donc d'un jeu de cartes évolutif, comme le dit le dos de la boîte. Donc, un jeu de cartes où vous construisez votre propre deck, en principe, pour accomplir les scénarios. Nous, ce qu'on a fait, c'est qu'on a pris des decks pré-tirés. Donc ça, c'est déjà la première erreur qu'on a faite. Non, c'est la deuxième erreur, puisque la première, c'était le choix du scénario. Mais de prendre des decks pré-tirés, ils ont sorti en fait 5 nouveaux personnages qui sont sur le papier assez forts. Quand on a vu les pouvoirs avec Kim, on les a ouverts, on trouvait qu'ils étaient vraiment très 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 forts. Et les cartes qui les accompagnaient aussi sont très forts. Mais ce ne sont pas des decks construits par des joueurs. Donc ça change quand même beaucoup les choses, c'est-à-dire que les decks préconstruits, ça vaut des decks préconstruits, c'est-à-dire qu'il faut quand même les améliorer si on veut que ça ressemble à quelque chose. Donc là, en l'occurrence, les combos sont pas ultimes toutes seules.
moi, il m'a manqué quand même plein de cartes. Alors, je jouais personnellement un gardien, le boxeur, là. Il me manque plein d'armes que je joue habituellement avec cette faction. En même temps, c'est un boxeur. Ouais, mais il me fallait des armes en plus. Il y a des cartes où je me suis dit, ça, quand même, j'aurais joué ça, moi, en plus, etc., etc. Dans la construction de deck. Donc ça, c'est une des erreurs qu'on a pu faire. Mais en même temps, ce qu'on voulait, c'était surtout tester le jeu. Gagner était un petit peu accessoire. Ouais, puis tester aussi ses nouveaux personnages et ses nouveaux decks, quoi. Oui. Toi, t'étais le boxeur. Moi, j'étais le boxeur. Kim, t'étais qui déjà, toi? Jacqueline Fine. Tu jouais, je crois. Ah oui, Jacqueline, c'est Ah juste. oui, celle Une qui sorcière. voit le voyais passé et le futur. Ouais, tu voyais le futur. Ouais. Ah oui, t'as bien vu le futur. Je me souviens que c'était assez impressionnant. Et toi, Patrice? Moi, j'étais un personnage que j'ai bien aimé, mine de rien. S'il y a un truc que j'ai bien aimé dans la partie, c'est mon personnage. Je jouais une espèce de version d'Amelia Earhart en plus badass, comme ça, un peu une aviatrice, un peu frimeuse, qui faisait tout mieux que les autres. Le personnage, je le trouvais sympa. J'ai bien aimé lire le texte lié au personnage. Elle avait des citations que je vous ai citées pendant la partie, que je trouvais assez bien faites, en fait. Et moi, j'ai bien aimé le côté préconstruit. Parce qu'en fait, le deck building est justement un truc que je n'aime pas du tout dans le jeu. Ah, je suis bien d'accord. Moi, je prends les decks sur Internet. Ouais. Non, mais Ouais, moi, je déteste ça aussi. je trouve ça chiant à mourir. Pour moi, le deck building, c'est lié totalement à la compétition. Ça n'a rien à voir avec du coopératif. Je comprends pas. Le concept, ça me passe au-dessus. De créer un deck pour battre le jeu, je comprends pas. Et du coup, j'étais très content d'avoir un deck préconstruit un peu à thème, j'ai envie de dire. Parce que moi, il m'a convenu, mon personnage. Mon personnage, je l'ai bien aimé. Ouais, et en même temps, t'as servi à rien, quoi, pendant la partie. Totalement. Mais en fait, attends, c'est rigolo, je suis une aviatrice. Donc moi, ce que je fais, c'est voler. Sans avion. J'ai pas d'avion. J'ai aucune carte qui font ne serait-ce qu'une petite référence à un avion. Je me déplace comme n'importe quel Pékin et pas en express. Ah bah, merci pour ce gag. Comme n'importe très quel asiatique. Comme n'importe quel Pékin entre les villes, ça me prend pas moins de temps. J'ai aucune carte qui permet d'accélérer les mouvements. Donc je suis une aviatrice, mais qui est en pause. Voilà, donc j'ai le blouson en cuir, par contre. J'avais le blouson en cuir et ma pote mécano. Tu pouvais fuir très très facilement. Ouais, super, parce que c'est bien connu que les aviateurs ils courent vite. Ça, c'était bizarre. Mais le personnage lui-même, au-delà, une fois qu'il était immergé dans le scénario, c'était nul. Parce qu'il servait à rien. Mais en tout cas, le personnage en lui-même, je le trouvais bien construit. Donc on était plutôt bien parti à la base. Alors en effet, le système de jeu, c'est du scénario, donc ça dépend quand même des scénarios, mais en principe on a des lieux qui sont posés sur la table, qui vont représenter différents endroits. Là c'était des villes entières. Et on va donc jouer des cartes qui représenteront des événements, qui représenteront des objets, des alliés, du matériel en général, dont on va se servir pour faire des actions. La mécanique principale du jeu, donc, c'est sur des tests de compétences. Les tests de compétences, tout simplement, on a un score à atteindre, on a une valeur, et on va piocher dans un sac, le Chaos Bag, le sac du chaos, j'imagine, en français, je me souviens plus, pour avoir un modificateur. Et donc, la difficulté du jeu réside là-dedans. Plus on veut un jeu difficile, plus ce Chaos Bag est complexe, et donc avec des chiffres, des scores négatifs très importants. Donc c'est comme ça qu'on règle la difficulté du jeu. Et ce que je voulais dire par là, c'est que c'est là où certains deck builders trouvent leur plaisir. Eux, ce qu'ils veulent faire, c'est jouer dans la version du jeu la plus difficile possible, avec un Chaos Bag totalement insane, et dire quel est le meilleur deck qui fera les meilleurs combos pour que je puisse quand même battre le scénario que je connais par cœur, malgré des -8 sur mes compétences, malgré des grosses embûches, comment faire. Donc je crois que c'est ça leur plaisir à eux. Je comprends très bien, mais je comprends pas la partie coopérative de ça. Parce que... Non, mais c'est des gens qui font ça en solo. Justement. Je veux dire, ils créent leur propre deck. D'ailleurs, beaucoup de decks sont créés pour être joués en solo. Ouais, uniquement. je sais. Donc ça veut dire que c'est un jeu solo. Moi, c'est la partie coopérative de jeu qui m'échappe, mais totalement. Parce que il y a d'autres jeux coopératifs sur le même thème. C'est pas le premier jeu Cthulhu qu'on fait. Hein, on l'a pas dit le thème, mais c'est un thème connu. C'est notre première émission, je crois, première émission qui était. Ah oui, Cthulhu Death Medai, voilà. on l'avait fait déjà. Ouais. Donc Cthulhu, on aime bien. C'est un thème qu'on connaît bien. C'est vraiment un univers qu'on connaît. Le coopératif, pour moi, il est intéressant dans d'autres jeux, mais avec des cartes. Surtout dans un jeu évolutif, ça me dépasse totalement. Franchement, j'espère que vous arriverez à me convaincre aujourd'hui. Mais... Non, mais en fait, ok, pour moi, le plaisir quand on joue avec Max, c'est de découvrir l'histoire ensemble, en fait. Il y a ça, c'est comme si on se fait raconter une histoire, on est deux à réagir, on est deux à prendre des décisions, en fait, à se consulter. Et comme un jeu de rôle, alors. un peu comme un jeu de rôle, avec un côté plus puzzle.
Oui, moi j'apprécie beaucoup ce côté, comme tu le dis si bien, on découvre une histoire. Les premières fois, souvent, ça dépend des scénarios quand même, il y en a qui sont plus plats que d'autres, hein, on va pas se mentir, mais il y a certains scénarios qui sont vraiment super bien imaginés. Nous, on rentre dedans et après, il y a un puzzle avec, ok, combien d'actions il nous faut pour faire ça? Quelle est la meilleure des options et la meilleure combinaison qu'on va faire tous les deux pour faire ça? Donc attends, si je me déplace en premier, je tue ce monstre, toi tu passes après, tu fais telle autre action. C'est ça qu'on aime, en fait, je pense. La coopération, elle réside là-dedans parce qu'on aime passer du temps, si tu veux, à réfléchir à résoudre le casse-tête. Moi, le seul lien que j'ai pu faire, et d'ailleurs j'en parlerai après, mais c'est un des liens que fait aussi l'auteur, c'est justement ce lien avec le jeu de rôle. C'est-à-dire où tu es face à une histoire et tu es confronté à cette histoire et tu dois y réagir en commun. Voilà. Ça, je trouve intéressant. Par contre, moi, la majeure partie intéressante du jeu de rôle, c'est l'existence du maître de jeu, qui n'existe pas dans le jeu. C'est extrêmement scripté. Et pour moi, en fait, du coup, le jeu de rôle sans maître de jeu, j'ai déjà essayé le jeu de rôle sans maître de jeu. C'est nul. Et je ressens un peu la même chose là. C'est-à-dire que pour moi, il me manque quelque chose d'autre. Il me manque un truc qui soit moins scripté. Là, j'ai l'impression d'avoir affaire à un mur. Vous parlez de décision et d'arbre de décision. Mais en gros, la carte, tu la retournes ou tu la retournes pas. Hein. Non. Mais... Alors non, parce que le scénario qu'on a joué est vraiment pas représentatif par rapport à ça. Hein. Ça c'est quelque chose. En fait, il y avait pas de décision à prendre dans ce scénario qu'on a fait, je trouve. Je suis d'accord. Il y avait pas de décision à prendre. Les décisions qu'on prenait, ça ne changeait rien, ça n'impliquait rien. En fait, il y avait pas du tout cette chaîne que tu sens typique des jeux de rôle, que tu sens vraiment l'arborescence des choix que t'as. Donc effectivement, mais on a fait d'autres parties qui étaient beaucoup plus narratives. Mais qu'est-ce qui s'est passé dans celle-ci alors qu'elle était si nulle que ça? Moi je pense vraiment que le scénario il est un peu mal écrit dans le sens où il y avait qu'un seul truc à faire, et ce truc à faire c'était de récolter les indices. Dans le jeu, souvent, on va vous demander de récolter les indices, donc souvent c'est bien d'avoir au moins un personnage qui est très bon dans la collecte d'indices. Bon, ça c'est comme dans tous les jeux Arkham, on va dire, sauf dans Death May Die. C'est un jeu d'enquête, quoi, donc il faut des indices. Donc il faut des indices, donc ça paraît normal. Et souvent, donc, on va envoyer des monstres, et les monstres, il va falloir plutôt les tuer ou plutôt les esquiver. Donc après, ça va dépendre un petit peu des forces et des faiblesses de chaque deck. Mais là, en fait, la plupart des scénarios que nous, on a fait quasiment toutes les campagnes du jeu. Chaque scénario propose au moins 2 façons de gagner. Propose 2 finalités, soit qu'on peut voir facilement, c'est-à-dire, ok, soit vous tuez le big boss monstre, soit vous réussissez à récolter tant d'indices, puis vous gagnez. Ou des fois c'est un peu caché, on sait pas trop, ok, qu'est-ce qu'on va faire? Est-ce que tu penses que si on va à tel endroit, ça va résoudre le scénario dans le bon sens ou pas? Parce que comme c'est des campagnes, ça permet aussi de mettre des choses et des décisions qui vont influencer sur d'autres parties plus tard. Donc là, évidemment, c'est un scénario standalone. Donc il y a juste un début et une fin. Et le problème, c'est qu'il nous a demandé de faire que choper les indices, point. On est quand même en train d'esquiver le sujet principal qui est c'est quoi l'histoire de ce scénario? Ah oui, pardon. On n'en a pas parlé. L'histoire de ce scénario. Parce que c'est nul. Non. L'histoire de base, elle est pas nulle. Donc l'histoire de base. Non, il y a une histoire. Il y a 3 groupes de cultistes qui vénèrent chacun un dieu différent. Ouais. Qui veulent amener la fin du monde, quoi qu'il arrive, mais ils préfèrent que ce soit leur propre dieu qui y arrive. Déjà, les gars, ils sont déjà pas... C'est des fascistes. C'est un peu... Ouais, je pense qu'il y en a qui sont moins fascistes que les autres, mais je dirais pas lesquels. Et nous, on va se déplacer parmi ces cultistes qui nous attaquent pas directement. Ils s'en foutent un peu de nous. Ils s'en foutent un peu de nous, par contre, ils veulent se mettre sur la gueule les uns avec les autres. Et donc, notre objectif va être un peu de réguler la population cultiste, plus ou moins, en tuant les bonnes personnes, on va dire. Je sais pas, c'est bizarre de dire cette phrase. Et pour les empêcher, justement, qu'il y en ait un qui avance trop vite dans son rituel. Ce qui est rigolo, c'est qu'il faut dire, c'était quoi les cultes, quand même. Parce que moi, il y a un truc, au-delà de est-ce que le scénario est bon ou pas. Dans ce que le scénario essaye de raconter, un des cultes, je crois qu'il vénère un dieu extérieur un peu stellaire, comme ça. C'est des astronomes. Donc tout d'un coup, moi j'ai adoré ce culte parce que c'est des astronomes. La carte, c'est un gars en train de regarder les étoiles. Et il se fight avec des gars en robe et des couteaux. Puis tu le vois pas du tout se fighter. En fait, il ressemble pas du tout à quelqu'un qui fait une guerre. Tu vois, il ressemble à quelqu'un qui observe les étoiles. Donc les cultes, j'ai trouvé très bizarre. Puis il y en a un autre, il vénérait quoi? Des espèces de plantes toxiques. Oui, mais tu sais, les dieux extérieurs, ça ressemble, dans la mythologie Cthulhu, c'est toujours un peu bizarre. Ouais, je sais, mais c'était marrant parce que c'était pas du tout le profil d'une guerre de culte. Ils arrivaient, les gars, ils se tapaient dessus comme les cartes disparaissaient au fur et à mesure que les cultistes mouraient.
mais ça ressemblait pas à une guerre, c'est très étrange. Mais déjà, le premier truc, je vois ce cultiste, je me dis, mais ça ressemble pas à un cultiste, ça ressemble à... Un astronome. Un astronome, voilà. Alors peut-être tous les astronomes sont des cultistes. Ah bon? Bah voilà. Ouais, c'est une secte. Je savais pas. Puis les autres, je m'en souviens moins bien. Moi, j'ai vraiment été marqué. Je crois que c'était les bleus. En plus, ils ont des couleurs. Donc, au bout d'un moment, tu dis plus que les bleus, les rouges, les verts. Puis tu t'en fous un peu de qui c'est. Je suis d'accord que ça, on a décroché un petit peu du Ouais. Oui, qu'est-ce que t'en clairement. penses? Bon, on a clairement décroché, mais je pense qu'ils essayaient juste de faire des célestes, terre, et puis il y a le rouge, c'est les enfers, tu vois, ce qui est Ouais, je crois que c'était ça. aussi C'était vraiment. un peu enfin, vénère Satan, ça fait exactement. très, ça fait très aussi Seigneur des Anneaux. Enfin, tu vois, je sais pas. C'est un peu stéréotypé. C'est hyper stéréotypé. Par contre, alors, il y a certains cultistes qui avaient juste l'air de gros monstres. Et il y en a, effectivement, ils n'avaient pas l'air d'être des combattants, mais moi, je crois que j'aime bien ça. Parce que justement, dans l'univers de Lovecraft, c'est un peu... T'as un mec qui tu croises dans la rue, et puis tout d'un coup, il te jette sur toi et il te tape, tu vois, et tu comprends pas trop, et... Ouais. Ouais, il psalmodie des choses où il te révèle des vérités, et puis tu deviens fou. Voilà. Et en effet, moi aussi, j'aime bien le fait qu'il n'y ait pas que des gros monstres, mais que des ennemis soient des fois juste des gens, des astronomes, en fait, pourquoi pas, et qui viennent te dire une vérité, et toi, tout à coup, tu deviens... C'est vrai, mais c'était toujours la même carte. Ça m'a dérangé. Moi, j'étais du côté où les bleus, les astronomes, ils apparaissaient sur le plateau. Et c'était toujours la même carte. Quand chaque fois qu'un nouveau cultiste revenait, parce qu'ils sont évidemment un nombre infini, c'est toujours la même carte du même gars un peu qui comme ça. J'avoue qu'ils auraient pu faire un effort pour les artworks et qu'il y ait plus de cartes différentes. Ouais, parce que c'était vraiment tu le tuais pas en fait. C'était toujours la même carte. Même tu la reprenais dans la défausse, tu la remettais. Enfin voilà, tu vois, il y avait un truc où moi ça m'a sorti un peu de ça. Au-delà du fait que on m'avait volé mon avion. On sait pas si on te l'a volé vraiment. Ouais, je pense qu'on me l'a volé. Ouais. C'est encore un coup des cultistes, je suis sûr. Ouais, mais c'était un scénario dans lequel c'était difficile de rentrer, je trouve, parce que, enfin, moi déjà, ça me touche pas des masses. Ça se passait à Montréal. Attends. Ouais. Alors... et à New York, et à Arkham, et enfin bref, le côté, il y a des grands dieux, machin, qui se battent. Enfin, je sais pas. Ça me déconnecte un peu. Enfin, ça ressemble à une finale, en fait, une finale d'une campagne. D'une campagne. Bon. Mais j'ai pas été investie avant avec toute l'histoire qui vient avant, donc en fait je m'en fous un peu déjà. Et ensuite, en fait il y avait 2 actes, c'est tout. Un premier acte juste pour découvrir un peu le plateau quelque part, et puis après le deuxième acte c'est bon allez-y, trouvez 1 million d'indices et puis démerdez-vous. Et je sais pas. Et puis on a appris par la suite que c'était la fin, c'est-à-dire que si on avait trouvé 1 million d'indices, ce qu'on n'a pas réussi à faire parce que notre volonté a craqué, notre volonté de joueur a craqué, parce qu'on était au moins tous d'accord là-dessus. Mais je me suis rendu compte aussi qu'en fait si on avait réussi c'était la fin, c'est bravo vous avez gagné, donc c'est-à-dire qu'en fait même la fin paraît bâclée, c'est une mauvaise fin. Ouais. Une fin qui est pas... Elle raconte rien, la fin. Elle dit juste, en gros, bravo, t'as réuni des indices, c'est vraiment super. Est-ce qu'on a déjà fait des stand-alone qui étaient plus réussis que ça En fait, nous, quand on joue quasiment que en campagne. Donc, c'est-à-dire qu'on a vraiment le principe... Ce genre de scénario, comme tu le dis, ça ressemble à un final. Avant, on a des scénarios où vous arrivez dans un village et on a 5 lieux sur le board. Et puis, ok, on va à la maison la maison machin, après on va voir le voisin et tout. En fait, on a l'impression d'être dans un truc tout petit, et les derniers scénarios, souvent, les fins d'histoire, en fait, où il y a des big boss, où il y a Nyarlathotep qui apparaît, ou Cthulhu lui-même, etc., en général, c'est vraiment un truc où on a l'impression elle est montée pendant 7 scénarios avant. On a fait 7 parties pendant les 2 dernières semaines, et donc on est investi du truc, et t'arrives là, on est ok, Cthulhu, tu vas voir ce que tu vas voir. L'enjeu, il est amené. Ici, en fait, il n'y a pas d'enjeu du tout qui est amené. On se sent pas investi de mission, t'as tout à fait raison. Mais on a fait des stand-alone qui étaient plus réussis que ça. Et en fait, oui, pardon, j'ai oublié de dire ça. On a fait des stand-alone qui étaient plus réussis que ça parce qu'en fait, on les introduit dans une campagne. En fait, dans le jeu, on peut faire des stand-alone n'importe quand dans une campagne entre 2 scénarios. On dépense des XP, puisqu'on peut gagner des XP à la fin de chaque scénario. On peut les dépenser pour inclure un stand-alone. Et en fait, comme nos personnages, on les a créés, on est en train de les vivre depuis 2-3 scénars. On avait fait par exemple Curse of the Loup-Garou. C'est une sorte de loup-garou, mais ça se passe dans le bayou en fait. C'est vraiment, j'ai trouvé un super scénario. Il était très très fun, il était très très dur aussi. Et en fait, un des personnages peut devenir justement le nouveau loup-garou, etc. Enfin, c'est hyper fun. Et celui-là, il nous a vraiment pris dedans. Par contre, si on l'avait joué tout seul, est-ce qu'on aurait eu autant de plaisir ? Je ne sais pas, parce qu'en fait, là, l'idée, c'est qu'il y a un des 2 joueurs, je crois que c'était ton personnage, qui était devenu loup-garou pour la fin de la campagne. Du coup. Et donc, tu pouvais te retransformer à d'autres moments plus tard. Et donc, l'implication du scénario standalone au milieu, elle était énorme. Donc, ce qu'il faut expliquer pour ça, c'est qu'en gros, ton deck est modifié par le scénario, en rajoutant des cartes dedans
tout le monde a un défaut, c'est ça, hein, tout le monde en a un, je crois. Dans le deck building, tout le monde a 2 défauts de base. Ouais. 2 défauts de base, voilà. Puis quand ton défaut arrive, il se passe des trucs un peu nuls, mais c'est censé représenter un peu pourquoi t'es vraiment un héros, parce que tous les héros sont pas parfaits. Ouais, et la folie que tu Et la folie, transportes voilà, avec toi. exactement. Puis donc, le scénario peut rajouter des cartes. J'imagine que c'était des cartes dans votre deck de Rougarou, c'est ça? Voilà, tu peux rajouter des bonus, des cartes cool et aussi des cartes de folie et des trucs comme ça. Ouais. Cette mécanique-là, elle est intéressante. Maintenant, le truc, c'est que moi, je crois que ce qui me dérange, c'est qu'avec des cartes. Moi, typiquement, le plateau, c'est un plateau, je le regarde, ça représente absolument rien. Mon image mentale, c'est le néant. Je n'arrive pas à me plonger dans quelque chose comme ça. Parce que tu dois te pencher sur chaque carte. Les cartes c'est pas très clair ce qu'elles font. Tu dois vraiment regarder. Ah merde, attends, ok, c'est celui-là. Ah, celui-là, c'est déjà quoi? Attends, je le prends. T'arrives pas à être dedans, en fait. Moi, en tout cas, personnellement, j'arrive pas du tout à être dedans. Et je crois que moi, dès que le scénario commence, quel qu'il soit, dans le jeu, je perds le fil. J'ai fait il y a une version plateau de ce jeu. Arkham Horror, le jeu de cartes, mais en plateau. Tout à fait. Bah non, alors c'est Arkham Horror, le jeu de plateau. Il y a une 3e édition qui est sortie. 3e édition, mais qui il y a pas longtemps. s'inspire très très fortement du... Les mécanismes ressemblent, ouais. C'est ça, et j'avais beaucoup mieux aimé. Moi, je me rends compte, j'ai vraiment besoin, en tout cas pour ça, du plateau. Ou alors, on part vraiment en mode jeu de rôle, et là, à ce moment-là, on n'utilise que le mental, et pas des cartes. Là, je trouve que c'est une espèce de compromis qui, personnellement, moi, ne me parle pas. Je me sens pas... La carte ne m'appelle pas. Ça me fait rien, la carte. Ouais, c'est marrant, c'est une question de sensibilité, je pense... Je suis quelqu'un de très sensible, tu oui. sais. Mais moi aussi, en fait, peut-être plus que toi, parce que tu vois, moi, ça marche sur moi, en fait. En fait, je pense qu'il y a plusieurs choses. Je crois que le côté campagne est très important. Définitivement. Je rentre dans l'histoire parce qu'il y a la campagne, quoi. Et je rentre plus dans l'histoire que avec Mansions of Madness ou des trucs comme ça, en fait. Ok. Tout simplement parce qu'il y a plus d'histoire. Il y a plus de développement narratif. Et pour moi, c'est ça qui prime, en fait, plus que le visuel. Mais voilà, c'est une question de sensibilité, quoi. Est-ce que tu as déjà fait du jeu de rôle Cthulhu, Kim? Non, mais j'ai déjà fait du jeu de rôle. Oui, mais pas Cthulhu. Non. Parce que je me pose la question, je me dis, est-ce que... moi, on a des souvenirs mémorables de parties de jeux de rôle Cthulhu. Et moi, j'ai l'impression d'avoir un espèce d'ersatz, de méthadone, de palliatif. Je suis d'accord avec le fait que ça ressemble à du jeu de rôle, mais c'est du jeu de rôle que tu fais en 1h30. Oui. Tu fais une partie en 1h30, tu peux te faire une grande campagne en une dizaine d'heures, on va dire. Et tu peux, si tu t'impliques dedans, tu peux retrouver un peu les mêmes sensations, mais effectivement en 10 heures, et pas forcément en 3 ans. Mais moi, je pense que j'aime la mécanique aussi, en fait. Okay. Tu vois, j'aime le côté puzzle, j'aime bien les personnages avec les decks. Ça, c'est quelque chose qui me plaît, en fait, plus que quand je suis en jeu de rôle avec mes points et mes compétences et mes dés, en fait. Ouais. Et puis, contrairement à toi, moi, ça me plaît bien qu'il n'y ait pas d'MJ. Ah ouais? Mais pourquoi donc? Parce que je les aime pas. Je précise que Xenopath, t'es quand même souvent MJ en plus dans la vie, donc il y a une sorte de cohérence, je dirais. Ah, tu crois? Je vais en parler à mon psy. C'est ça. En fait, t'es juste jaloux que ce soit que le jeu fasse mieux que moi. Ouais, exactement. Donc c'est un jeu de Fantasy Flight Games, tu l'as dit au début, une boîte qu'on aime bien, et par exemple dans cette boîte, forcément, il y a souvent des noms qu'on retrouve. Il se trouve qu'un des 2 auteurs, c'est un certain Nate French, qui, comme son nom l'indique, est américain, et qui est très connu dans le milieu du jeu de cartes évolutif, justement. Il est tellement connu dans le truc, j'ai l'impression que c'est un des créateurs du concept, un peu. Comme ça. Mais je me demande si c'est pas lui le créateur du concept. Ouais, il a fait Game of Thrones, il a fait Conquest, il a fait... Voilà, en tout cas, tous les jeux de FFG qui ont marché, en tout cas, il les a fait. La plupart, je le signale déjà maintenant, la plupart sont des jeux compétitifs, et il y a 1 ou 2 exceptions, Seigneur des Anneaux et celui-là. C'est pas lui le Seigneur des Anneaux, je crois. Alors, il a aussi son nom sur la boîte, en tout cas. Alors, pardon, ok. Ouais. Mais en tout cas, Nate French est très connu, c'est même un des rares auteurs dont on parle qu'on a nous-mêmes rencontré en vrai. C'est vrai. Tu vois, alors, c'est tout, hein, on lui a juste serré la main, tranquille. À une époque où on pouvait se serrer la main. À une époque où on avait le droit de se serrer la main et pas de la laver après. Au niveau créatif, il était vraiment très bon. Donc avoir son nom sur ce jeu, pour les joueurs, c'est à la fois flippant parce que tu dis « encore !» mais en fait, c'est plutôt une marque de qualité parce que c'est vraiment quelqu'un justement qui fait attention à la qualité du produit.
et qui a une expérience en plus qui est plutôt une bonne chose. Et puis il y a aussi MJ Newman. Qu'est-ce que tu peux nous dire sur elle ? Elle a un blog, si ça vous intéresse, qui s'appelle bewaretheblackcat.com. Elle parle de son rôle d'auteur de jeu et puis elle explique son point de vue par rapport au jeu, c'est-à-dire à quel point, comme tu disais Kim, elle est très attentive à la narration et à la qualité de la narration. Pour elle, ce qui est important dans une histoire, c'est que les personnages soient cool, c'est qu'il se passe des trucs. Enfin, il y a vraiment un truc un peu aventure, un peu impliqué dans l'histoire. Et tu sens qu'elle, plus que la mécanique du jeu, qui serait plutôt le domaine de Nate French, elle a vraiment le côté auteur. Je crois qu'elle est aussi écrivaine. Elle écrit des nouvelles sur le monde de Cthulhu notamment. Et moi, j'aime bien ce mélange entre un auteur expérimenté et quelqu'un qui a un vrai goût pour la narration, l'écriture. Parce que d'ailleurs, quand ils évoquent leur jeu, ils parlent beaucoup de comment ils ont construit le jeu. Et justement, leur concept de base, c'est un mélange entre le côté technique du jeu de cartes, le jeu de cartes évolutif, et la narration. Eux, ils parlent du jeu de rôle directement. Alors, j'ai repris un peu les notes de leur conférence à l'époque. Ils disent donc ce qu'ils ont repris du jeu de rôle, c'est le fait que c'est une histoire basée sur les personnages. Hein, vous êtes d'accord avec ça ? Ah ouais, complètement. Okay. Ils disent que c'est coopératif comme dans le jeu de rôle. C'est vrai. Alors moi, je suis pas d'accord avec ça. Le jeu de rôle, c'est pas coopératif. Le jeu de rôle, c'est pas coopératif ? Non, c'est pas que coopératif. Est-ce que tu peux nous faire une thèse de 4 heures pour nous détailler ça ? Disons que c'est pas seulement coopératif. C'est-à-dire que c'est coopératif, mais il y a toujours le risque qu'à un moment donné, ça ne le devienne pas. Qu'à un moment donné, soit le maître de jeu, soit un autre joueur puisse s'opposer aux actions des autres. Et ça, pour moi, le simple fait que ce soit possible change tout. Dans ce jeu, dans Arkham Horror, ça n'arrive jamais. A priori. Il n'y a pas un scénario où tu trahis. Tout ce que tu aimes, c'est trahir les gens, Ouais, en fait. Non, j'aime qu'il y ait la possibilité. Moi, j'aime qu'il y ait une intensité, en fait, dans le jeu. Et pour moi, un jeu coopératif, il y a zéro intensité. Quoi qu'il arrive, à la fin, t'as gagné, c'est l'école des fans, bravo. Ou t'as perdu. Ou t'as perdu, mais en gros, il y a zéro surprise, il n'y a pas d'intensité, il n'y a pas d'enjeu. Je pense que t'aimes pas assez les gens, en fait, pour apprécier la coopération. Alors, je préfère, je dis quand même, dans la vie, oui. Dans les jeux, non. Ils ont dit également qu'ils avaient besoin d'un système aléatoire, c'est le système des skill checks dont tu as parlé avec le sac. Mm-hmm. Et ça, je trouve bien, plutôt que les dés, par exemple. Oui, je préfère aussi avoir ça plutôt que les dés. Surtout, comme tu disais, c'est très malléable et tu peux vraiment doser le niveau de difficulté, ce qui est compliqué à faire avec un système de dés. Et puis, ils disent, c'est un système de scénario basé sur la campagne. Et là, je te rejoins, Kim. Je pense que c'est un jeu qui est fait pour être joué en campagne. Et je vais même rajouter une note. C'est fait pour être joué en campagne à deux. Ouais. Voilà. Pour moi, c'est ça. C'est vraiment... Non, je suis d'accord. C'est plus que ça. En fait, si tu joues pas en campagne, c'est nul. Si tu joues à plus que deux, c'est nul. Voilà. Il a vraiment... moins bien, quoi. Ouais, c'est moins bien. Il a vraiment été conçu pour ça. Nous, on sait que pour avoir joué beaucoup à deux, avec toutes les campagnes, sans ça, je pense pas qu'on aurait fait autant de parties. Ce qui est intéressant, c'est à chaque fois de pouvoir découvrir le scénario suivant, de faire évoluer ton deck, bien sûr, donc ton personnage, mais de découvrir le scénario suivant et de dire, ok, où est-ce que ça nous mène cette histoire-là ? Enfin, je pense que c'est ça qui me plaît beaucoup, et je pense que c'est ton cas aussi, Kim. Ouais, l'évolution du personnage, je trouvais bien faite aussi. Ouais. Et puis on se pose toujours les questions, alors que nous, le deck building, on déteste ça. Il y a vraiment ce truc quand on gagne des XP et donc que tu peux rajouter des nouvelles cartes plus fortes dans ton deck. J'apprécie quand même le moment où on regarde les cartes, les pouvoirs et dire ok, qu'est-ce que j'ajoute plutôt ça ou plutôt ça, alors que le deck building ça nous intéresse pas du tout. Tu vois. Donc c'est marrant quand même que ça puisse t'accrocher quand même, et ça accroche aussi grâce à la narration. D'ailleurs, moi, ce qui me manque, ce que je trouve chiant avec les cartes, c'est que moi, quand il y a une carte, premier truc que je regarde, c'est le flavor text. Donc, c'est-à-dire, c'est le texte qui sert à rien pour le jeu. C'est le premier truc que je regarde sur tous les jeux de cartes. Et il y en a plein. Il y en a plein. Mais en fait, justement, tu as envie de le lire tout le temps. Moi, j'ai pas envie de lire les effets. Souvent, ils sont trop longs, trop chiants, on comprend rien. Il faut 4 traductions avant que tout le monde ait compris. Ça me saoule de base. Alors que le flavor text, c'est ça qui me prend. Tu vois. Donc, presque, tu vois, c'est vraiment bizarre. Moi, les cartes, elles me font cet effet-là. J'ai envie de m'intéresser plus au texte inutile que au texte utile. Parce que moi, je me souviens les prises de tête qu'on a eues sur ce scénario. Ah, tu penses que c'est ça qu'il faut faire ? Non, attends, je crois pas, je vais regarder dans le livre de règles. Ça te sort complètement aussi. Bon, c'est rare, à part ça. Là, c'est vraiment particulièrement dans ce scénario. Ah, on a compris, la guerre des dieux extérieurs. La guerre des dieux extérieurs, c'était on a compris. Ne jouez pas à ça à la maison. Ouais. Non, mais je pense que si t'es intéressé, pour les joueurs-joueuses vraiment avertis qui aiment le puzzle, le côté énigme, en fait, enfin, casse-tête, je veux dire, là, je peux voir un intérêt. Tu vois, ce genre de personnes-là qui refont les parties 5 fois en difficulté très très dure pour tester leurs différents personnages, enfin, les gros geeks, quoi. Là, je peux voir l'intérêt. Ouais. D'autre part, comme indiqué au dos de ce scénario, il précise bien qu'il y a un mode épique multiplayer,
multi-table en fait, parce que ce sont des scénarios stand-alone qu'ils ont créés Fantasy Flight Games quand ils font des soirées ou des nuits entières de jeux horreur à Arkham. Et en fait, tu peux venir avec ton deck en tant que joueur, tu viens de n'importe où, et tu vas être mis dans une équipe aléatoire, et le scénario se déroule sur plusieurs tables. Et en fait, en fonction de ton résultat ou de ce que tu fais à ta table, ça a des répercussions sur les autres tables. Donc ça, il y a ce mode-là, en fait, le scénario, il est écrit aussi pour ça. Et nous, évidemment, on joue à 3 juste comme ça entre nous. Il n'y a pas du tout cette implication-là. Mais je suis d'accord que c'est pas tout à fait le même effet que d'aller dans un tournoi de Game of Thrones, de Conquest, de toutes ces choses-là, et d'affronter les autres joueurs pour savoir qui est le meilleur. Ouais, en fait, on s'en fout d'avoir un super gros deck bourrin avec ce jeu-là, tu vois. Enfin, c'est pas du tout le même plaisir, je trouve. Puis, je comprends hein, l'idée de créer ces soirées-là et tout, mais comme Pat, je demande à voir, en fait. Ouais, parce que pour moi, le deck building, c'est vraiment lié à la compétition. Enfin, je crois que j'ai décidé de faire ce soir, mais, mais vraiment, pour moi, quand tu crées un deck pour qu'il soit le mieux possible, c'est pour le confronter aux autres joueurs. Je m'en fiche de le confronter à un pseudo-bot sur papier qui va de toute façon tricher. Donc, tu vois, c'est vraiment... ça me parle pas du tout, mais tant mieux, parce que je pense que c'est une bonne alternative, comme tu disais, Max, à un jeu de rôle. C'est un jeu de rôle simplifié. En ça, pourquoi pas ? Est-ce que, après avoir dit tout ce qu'on a dit sur le jeu, est-ce que Kim, tu rejoueras à Arkham Horror ? Bah oui, bien sûr. C'est-à-dire que déjà, il y a toujours des nouveaux scénarios qui sortent, et puis on peut retourner sur des scénarios qu'on a déjà faits avec des modifications, des scénarios modifiés qui viennent et tout. Enfin, oui. Ça, vous le faites de refaire des scénarios que vous avez déjà fait ? Ouais. Ah, on a fait les fameux trucs, donc c'est des boîtes qui sortent, qui sont des Return to. Tu refais la même campagne, mais des éléments de l'histoire ont changé. Et ce qui est génial, c'est qu'en fait, il y en a tellement des campagnes que j'oublie, en fait, les scénarios au fur et à mesure. Donc, ça, c'est génial, ça. Bah, parce que je les refais, puis je suis re-surprise. Ok. Ah ouais, c'est donc vrai. tu peux la revivre encore. Et bah puis, ouais. okay. Oui, et même si on se souvient plus ou moins des implications, genre, ah oui, je crois que celui-là était un traître. Ouais, puis en plus, tu peux... Oui, il y a des traîtres. Ouais, ça t'aurait pas. Non, puis tu peux aussi choisir parce que souvent, c'est très en arborescence, et puis du coup, tu peux essayer de prendre une autre voie, quoi. Ça, c'est cool. Ouais. Non, mais en fait, en plus, là, la dernière qu'on a faite, c'était le truc dans la jungle, je sais pas quoi, avec un personnage qui nous suivait depuis le début. Nous, on disait, tu vas voir, ça va être un traître. À la fin, c'était un traître. Bon, ça, c'est plutôt un scénario pourri, parce que... Non, mais en fait, au contraire, parce qu'il était ultra sympa, on a eu le doute jusqu'au bout. Oui. Jusqu'à ce qu'il se retourne contre nous. Ouais, dans les films, le mec hyper sympa du début. Mais on aurait dû le tuer si on avait pu. Ouais, mais en fait, je crois qu'il y a il y a un moment donné où justement on a dit, on a le choix de ne pas écouter ce qu'il dit. C'est-à-dire que le scénario te dit, ok, si tu veux pas l'écouter, tu l'écoutes pas, tu le prends pas avec toi. Et nous, on a dit, c'est sûrement un traître, mais allez, on va lui faire confiance. Donc, tu vois. Ouais, parce que c'est sympa quand même, il a une carte assez balèze, donc ok. Ouais, sa carte était balèze. Donc c'était pour ses beaux yeux, en fait. Okay. C'est ça. Et toi, Xenopath, tu rejoueras ? Jamais. Donc jamais, t'es sûr ? Non, en fait, avec l'un de vous deux, certainement. Oh. Mais autrement, jamais. je n'aime pas ce jeu. Je le trouve mauvais. Je préfère 1000 fois qu'on se retrouve autour d'une table pour une campagne Cthulhu avec des pirates et des bateaux et des Nyarlathotep. Mais pour moi, Cthulhu, ça mérite beaucoup plus que juste 3 cartes et 2 bouts d'allumettes. Tu heurtes ma sensibilité, mais comme tu peux pas t'imaginer. Mais en fait, moi, j'aime que ce soit juste des cartes, je crois. J'aime cette simplicité-là, tu vois. Les gros plateaux, beaux, machin et tout ça, c'est tout un peu pour faire beau, puis au final, le jeu est nul. C'est parce que tu adores ce jeu, Kim, que j'y rejouerais volontiers avec toi, mais sinon... Merci. Je pense en plus que le grand public te contredira, puisqu'il a quand même une note de 8,2 sur Board Game Geek, avec plus de 29 000 critiques. Ah, si le grand public le dit. Un jour, il faudra que je m'attelle au système de notation de Board Game Geek parce que je ne suis jamais d'accord avec eux. Ce jeu donc, Parle-en à ta psy. Ce jeu est classé 27e dans le top 100 des meilleurs. Je me réjouis de jouer aux 26 autres. Mais j'espère qu'ils feront tous l'objet de prochains dos de la boîte. T'as pas dit si tu rejouerais, Max. Ah, moi, évidemment, je vais rejouer. Il y a une campagne qui vient de sortir sur Innsmouth avec des profonds et probablement Dagon, Hydra, Cthulhu. Je me réjouis vraiment. On attendait que le dernier pack sorte. C'est fait.
Et alors, je me réjouis de commencer ça incessamment. Mais pas à 3. Non, juste Ça, les ouais, deux. juste les deux. Max et moi. Ouais, Parce que nous, clairement. on aime bien. suffisamment les gens pour apprécier ce jeu. Vous aimez suffisamment les gens pour rester les deux. Non, je comprends bien. C'est vraiment un jeu pour les gens, tu vois, ouvert, quoi. Je pense qu'en solo, à part ça, je vais finir ma conclusion là-dessus. En solo, effectivement, c'est pas très intéressant. J'avais déjà joué il y a pas mal d'années. Quand il était sorti, en fait, je voulais tester. En solo, c'est assez chiant parce que tu dois savoir tout faire avec ton personnage. En fait, tu peux pas tellement. Et le jeu est assez dur. Et moi, je prends pas de plaisir si je ne réfléchis pas avec quelqu'un à résoudre le problème. Voilà. Ouais. Après, Parce que t'arrives pas. Non, parce que tu peux, mais ça m'intéresse pas. oui, il y a plein de gens qui ont l'air de kiffer ça grave sur Internet. Ah, de C'est le faire en à solo, eux qu'on prend leur deck souvent. Oui, on d'ailleurs. prend leurs decks qui sont très bons d'ailleurs. Hein. Ouais. Enfin, pas toujours, mais la plupart du temps, ils sont très bons. Ouais. Ça, c'est l'autre truc que je comprends pas. C'est le jeu de cartes en solo. Mais voilà. Mais c'est ça, moi non plus. Mais je l'ai fait quand même pour tester les mécanismes du jeu. T'as quand même envie. Tu le fais 10 minutes. Puis après, Mais j'ai fait 2-3 parties comme ça, puis je me suis dit, en fait, non, j'arrive pas. L'histoire, j'aimais bien, mais le mécanisme lui-même, je me disais, aucun moi, intérêt, j'aime pas non plus jouer toute seule parce que je triche tout le temps. En conclusion, je dirais quand même que j'étais assez satisfait de voir que votre grand plan machiavélique avait échoué. Alors, c'est pas mon plan à moi. T'as participé. Il y avait pas de plan machiavélique du tout. Je vois pas de quoi tu Ça parles. faisait des semaines que vous vouliez jouer à ce jeu, et tout d'un coup, le seul fois où on le fait, le scénario est nul. Je te trouve vraiment parano. C'est un signe vraiment du juste destin, un mais- hasard. J'ai je pense été que c'est le tellement hasard. content. Mais c'est vrai que... Non, mais écoute, c'est notre nouvelle mouture. On a dit que maintenant, les invités allaient nous imposer les jeux. Voilà. Non, mais c'est une très bonne mouture. Mais on sera pas toujours d'accord avec eux. Merci à toutes et à tous de nous avoir écoutés. C'était notre lecture du dos de la boîte de Horror à Arkham, Arkham Horror en anglais, et la mauvaise foi de Xenopath. Merci beaucoup. On espère que c'est un épisode qui vous a plu. On espère vous retrouver très prochainement pour un autre épisode. Mettez-nous des petits likes, des 5 étoiles, des choses un petit peu partout, iTunes, YouTube, Spotify, tout ce que vous pouvez et voulez. Like and subscribe. Merci Kim d'avoir participé. C'était un plaisir. Merci. De m'avoir invité. On espère que tu reviendras. Avec plaisir. Non, mais Pour un autre jeu coop. on t'aime quand même. Et on vous dit à la prochaine pour un prochain dos de la boîte. À bientôt, ciao. Ciao, ciao. Ciao.